Bonjour, bonjour, et excellent réveil à tous. Merci d'être là. Aujourd'hui, nous sommes à J-1 de la célébration de la Journée mondiale internationale des femmes, des droits des femmes en fait. C'est ainsi qu'on l'appelle donc actuellement et depuis justement la création de cet événement qui met en valeur toute la lutte féminine à travers les temps. Aujourd'hui, nous parlerons de cet événement à travers deux manifestations. L'une d'elles est organisée par deux clubs scientifiques de l'École supérieure d'informatique de Ouadsemar qui va organiser prochainement donc un hackathon. C'est un challenge en faveur justement de solutions innovantes, en faveur aussi du bien-être féminin. En fait, c'est la thématique arrêtée pour cette année. Le détail, on le saura tout à l'heure avec trois jeunes dames qui nous viennent de cet institut ou cette école d'informatique. Aujourd'hui, nous parlerons aussi de femmes à travers la naissance imminente. Dès demain, ouverture justement d'une nouvelle galerie d'art qui abritera une exposition dédiée à la femme, elle et pour elle. Donc c'est une exposition dont la commissaire sera parmi nous. Il s'agit d'Amel Mouhoub qui va inaugurer ce nouvel espace pictural donc, qui sera abrité par le centre commercial de Sheraga The Garden. Donc aujourd'hui, nous aurons aussi le plaisir de retrouver nos amis de l'équipe, en l'occurrence Sihem Kenouch qui viendra nous parler de Rizemit, mais aujourd'hui une histoire particulière, celle d'un loup qui refuse de se marier. On va comprendre la moralité de cette histoire avec notre conteuse et journaliste talentueuse, je dirais Sihem Kenouch. Et puis aujourd'hui, nous aurons aussi le plaisir de retrouver Soumia Zerouali. Soumia Zerouali, donc dans sa rubrique touristique, nous emmène à la découverte d'une ville dont chaque pan regorge d'histoire et de légendes également. Il s'agit de Tibaza, mais aujourd'hui, focus essentiellement sur Cherchell, une très belle région donc, qui compte des héritages, je dirais, de différentes civilisations. Aujourd'hui, pour en parler, Mohamed Ben Salah, qui était aussi archéologue et un des responsables du musée de Cherchell, sera aussi notre invité aux côtés de Soumeya Zerouali pour nous en parler. Merci encore une fois d'être avec nous, mesdames, messieurs. Des reportages et des invités, c'est aussi la composante donc de cette matinale qui commence tout de suite par un point météo signé Fariel Chir. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bonjour Fariel. Bonjour à vous Radia. Toute de noir vêtue, mais que ça te va très bien. Merci, c'est gentil. Voilà. Donc Fariel, j'ai vu une éclaircie aujourd'hui après la pluie d'hier. Qu'en est-il du temps justement pour cette journée? Allez-y Radia, bonjour à vous et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous, ravi de vous retrouver. En effet, il a beaucoup plu hier comme prévu par Météo Algérie, notamment vers l'intérieur du pays. Aujourd'hui, le temps sera variable. En effet, nous aurons un ciel variable pratiquement sur toutes les régions du nord du pays avec le maintien d'une activité pluvio-orageuse vers l'intérieur, le Nord-Sahara, le sud des oasis, à signaler aussi des soulèvements de sable au sud-ouest, à l'extrême sud, le Sahara central. Voici les températures en baisse. Avec le retour de la neige, forcément, elles vont baisser nettement les maximales, surtout vers l'intérieur du pays. Il fera cet après-midi 9 degrés à Al-Beyod, on attend 10 à Djilfa, 13 à Betna, Guelma, 12 degrés à Sétif, 17 à Nabas Kikda, 18 à Alger Oran, au sud 18 aussi cet après-midi pour Hassim Zoud et Ouled Djellel, 19 Gardaya entre 23 et 27 au Sahara central, 24 à Tindouf, 26 Taman Rasset et enfin un maximum de 35 degrés pour l'extrême sud. Place à présent à l'état de la mer. Donc pour cet après-midi, nous aurons une mer peu agitée avec des vents modérés qui varient généralement entre 20 et 30 km/h à l'ouest, entre 10 et 20 km/h au centre et enfin entre 20 et 40 km/h à l'est. Le soleil se couchera aujourd'hui à 18h48. Vous avez toujours aussi de Météo Algérie, les 3 w.meteoalgérie.dz. Merci pour votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل.
Merci beaucoup, Feriel. On retiendra donc un temps variable un peu Voilà, partout à travers le pays. C'est bien ça. tout à fait, Razia. Merci pour cet éclairage. Et bien sûr, rendez-vous est pris pour midi. Et Midi. Et 19 puis heures. après, Voilà, 19 heures. toute la journée. Ouais, j'ai bien retenu. Et puis, bien sûr, c'est le moment aussi de rendre aussi hommage à travers la chanson à toutes ces femmes qui seront honorées demain. Donc, hier, on avait commencé par une chanson Jazairiya. Aujourd'hui, c'est Anis Bourahla qui ouvre le bal pour cette émission avec une chanson Toufla Andalusia. Donc, voilà, on va voyager un petit peu dans ces airs un petit peu endiablés, andalou et justement flamenco avec cet artiste. Après cette douceur à laquelle on a goûté, celle de Feyrouz, c'était au commencement avec le sommaire. Merci encore une fois d'être avec nous, mesdames, messieurs, et c'est parti. L'émission débute avec cette chanson. Et ça groove aussi sur le plateau avec Toufla Andalusia, interprété à l'instant par Anis Bourahla, bien sûr. Les femmes seront à l'honneur durant toute cette semaine, oui, qui est dédiée à la Journée internationale des droits de la femme. Mais aujourd'hui, on va pas parler de femmes avec Siam Kenouch, mais on va parler plutôt d'un mâle. Bonjour Oui, Siam, bonjour. comment vas-tu? Oh, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. J'ai bien aimé la reprise. Hein. Oui, c'est Samil Jazairi, oui.
Avec un Oui. beau jeu C'est de vrai guitare, que ça même donne- Samir Jazeri, quand il interprétait sa chanson à l'origine, Ouais. il était donc avec son cuir, là, Exactement. il dansait, il Il était serait très ban. dynamique sur, Oula. voilà, dans ses clips. Voilà, là, donc voilà. Voilà. Lui aussi, il a rendu hommage dans pas mal de chansons à la femme algérienne. Oh oui, 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 oui. Et Ouais. puis il a chanté la femme, il a chanté des prénoms de la femme, comme Ya Oui, Radia, n'est-ce entre pas? autres le mien, Voilà. effectivement. Et alors, C'est vrai, c'est vrai. ça va la dire. Oui, tout Un à loup. fait. Tout à fait, un loup. Voilà, je disais un mâle, mais en fait, c'est pas C'est un un loup. mâle humain, c'est C'est un loup. c'est Oh, bah, plutôt un loup, un animal. c'est un loup, c'est un loup qui vivait dans une forêt et qui prenait de l'âge et qui refusait de se marier. Un loup vieux garçon. Un loup vieux garçon qui, bon, alors tous ses amis, tous ses frères, sœurs disaient oui, mais il faudrait que tu te maries, il va falloir que y trouver l'âme sœur, ce n'est plus possible que tu restes comme ça tout seul, il va falloir absolument trouver une louve qui va te donner une autre vie, qui va Des porter petits tes louveteaux, enfants, etc. descendance. Voilà. Mais là, le loup, bah, il ne voulait pas se marier. D'accord. Alors il a posé des conditions. Ah, quand même. Il a dit, bon, pour lui, dans sa tête, c'était des conditions quand même qui ne pouvaient avoir lieu, et c'était des conditions impossibles. Alors il leur a dit, d'accord. Ah, tout le monde était content. Il a dit d'accord, il a dit oui. Ah, c'est beau. Mais à condition, ah d'accord, alors quel genre de conditions? On est prêt, hein? Tout le monde lui dit, oui, oui, on est prêt à toutes tes conditions. Franchement, ça peut arriver, c'est de s'approcher, tout le monde se faisait des clins d'œil. Oh, t'écoutes, c'est quoi tes conditions? Alors, je ne me marierai que lorsque il y aura une journée comme celle que je vais décrire. Il y aura beaucoup de pluie, mais le soleil brillera quand même. Et dans le ciel, il y aura un joli arc-en-ciel. Ce jour-là, je me marierai. 2 semaines après, c'était le printemps, et il y a eu une forte pluie avec un soleil magnifique brillant. Et qu'est-ce qu'on voyait là-haut dans le ciel? Et quand il y a le là mix des deux, il y a toujours un arc-en-ciel qui Et- pointe le bout du nez. Et tout à fait, donc toute la famille s'est préparée et elles allaient fêter le mariage du loup. L'expression est là, on appelle ce jour Ars Dib. Ah, c'est dit, à chaque fois qu'on voit un arc-en-ciel, N'est-ce on pas? raconte, oui, on raconte pas en fait l'histoire, hein, Non, parce qu'on la en fait, connaît l'origine de l'expression. pas. Oui, Et c'est pour ça l'expression, on qu'on la connaît appelle quand même. un jour pareil que c'est Ars Dib. Parce que lui, il a choisi de se marier ce jour-là, c'est-à-dire qu'il a posé des conditions dans sa tête à lui. C'était des conditions quand même assez impossibles. Voilà, qu'il y ait de la pluie et du soleil en même Avec temps, un c'est arc-en-ciel, assez rare, bon, voilà. c'est assez rare. Et c'est un phénomène qu'on retrouve au printemps. Au printemps ou à la fin de l'été, c'est un phénomène qui existe. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de Ars Dib, parce que c'est lui qui a posé ces conditions là. Alors, tout le monde se préparait à se marier. Il a fini par être marié, par se marier. Alors, une expression qui a une origine. Donc c'est c'est un phénomène, il faut dire, c'est un phénomène météorologique, mais dans le conte populaire ou dans l'esprit populaire algéro-tunisien, parce qu'en Tunisie aussi on parle de Ars Dib, c'est une journée très spéciale. D'ailleurs l'expression a influencé et elle a inspiré beaucoup de peintres, beaucoup de scénaristes, beaucoup d'écrivains, et on s'est véritablement inspiré de cette expression. On la retrouve comme titre de film, comme titre de musique, comme chanson, etc. Donc on parle de Ars Dib. Le mariage du loup. Oui, le mariage du loup. Donc nous sommes nous sommes une société qui est liée à la nature, où on retrouve énormément de traditions ou de rituels qui nous rapprochent à cette nature. Je vous donne un autre exemple, un rituel qui existe peut-être plus dans cette petite génération-là, mais quand notre génération à nous, quand un enfant perdait ses dents de lait, qu'est-ce qu'il faisait?
il les mettait au balcon, non? Oui, Ouais, c'est mettez au ça? balcon, il prenait la dent, et puis il fallait qu'il la jette au soleil en lui disant, Ya Shams, أعطيتك سنة الداب ولا سنة الديب ولا سنة كذا الحليب، non? واعطيني نو 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 سنة Ah, الداب ولا سنة الحمار حاشاكم ouais. دونك أعطيتك سنة الداب أعطيني سنة الغزال. Vous voyez, donc c'était Oui, que ça, c'était ça. c'était ça, Donc c'était pour effectivement. avoir une belle dentition et avoir une poussée dentaire assez rapide. Et ça aussi, c'est un rituel lié à la nature. Il fallait que ça soit un jour. Donc si la dent, le pauvre enfant perdait sa dent dans un... Enfin, il fallait Oui, bah, une parfois c'est journée traumatisant parce pluvieuse. qu'il fallait, Une journée oui. pluvieuse, il fallait la cacher. Oh là là. Il fallait la cacher Et sous attendre l'oreiller le et attendre le soleil. soleil qu'il arrive pour qu'il puisse avoir Sanat Larzel. Alors, d'où vient cette tradition? Enfin, c'est une très très ancienne tradition nord-africaine. On la retrouve même en Égypte, parce qu'en Égypte, en fait, le soleil était une divinité, c'est le dieu Ra, et c'était une sorte de créateur, et c'est lui qui devait être responsable de la poussée dentaire. Ici, au nord africain, donc quand on dit l'Ifriqiya, c'est-à-dire en Tunisie, en Algérie, jusqu'en Atlantique, c'est une tradition liée à certaines croyances où le monde avant le judaïsme, avant le christianisme qui était très très présent en nord africain, dans tout le bassin méditerranéen d'ailleurs, et avant, bah, c'était des animistes, c'était des païens. Et Oui, oui. c'était une tradition païenne qui a quand même survécu pendant des siècles et des âges. Donc il faut dire que certaines traditions sont très 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 vieilles de chez nous. Il ne faut pas les relier aux croyances, il ne faut pas les relier aux religions, c'est juste une tradition. Oui, la survivance est amusante. Ben, pour un enfant, Voilà, c'est c'est quand amusant. même amusant. Voilà, ça va nourrir son imaginaire. Il va s'imaginer des petites bêtes. Exactement. Et Et puis, voilà. bah oui, ben, et puis, il faut dire, alors, c'est une tradition qui nous ouvre la porte la porte vers une anthropologie ou une ethnologie. Alors, pourquoi c'est notre Lerzel? Parce qu'en fait, il y avait des animaux en Afrique, il y avait des animaux totémiques, si on veut. Donc, c'était des totems et des représentations. Chaque tribu se retrouvait face à un Un animal. animal. D'accord? Alors il y avait l'Rzel, hein, jusqu'à présent on parle de Rim, on parle de l'Rzel, on parle de Rzel Sher, de Rzel Sahara, Rim al-Qifar, etc. Donc c'est une présence qui est un animal qui est très très présent. Nous avons le taureau, le taur, donc on pouvait l'appeler Rameau, le taur, le Ferd, Le taureau, c'est Guedoz, plutôt méditerranéen. le taureau, c'est le nord, hein. C'est dans les sociétés agraires, les sociétés déjà. Le taureau, c'est un grand symbole et une grande présence totémique des sociétés agraires parce que, en fait, c'est avec le taureau qu'on travaillait la terre, n'est-ce pas? Donc, c'est une présence qui est très, très ancrée dans les sociétés agraires. Nous avons le loup comme Al-Sedib aussi. Le loup, c'est dans les sociétés qui pratiquaient, dans les steppes, qui pratiquaient beaucoup la chasse. Et le loup, c'était un animal totémique aussi. Ça, c'est un arc-en-ciel pris par Yazid Ait Mahiddin en matinée, donc près de chez lui. Bah, pas mal, Voilà. là. On voit très très bien l'arc et la lumière qu'il reflète. Et ça, oui, je pense que beaucoup de loups se sont mariés ce jour. Oui, il va falloir faire la Oui, petite enquête. bon, c'est vrai que c'est en plein ville, Ce qui est mais sûr, voilà. c'est que ça doit être sûrement un conte nord-africain dans la mesure où c'est une région où le mariage est tellement sacralisé, mais Tout à d'habitude fait. la pression est exercée sur les femmes et non pas sur les hommes. Et là, dans ce conte, c'est l'homme qui est Oh, harcelé. sur les hommes aussi, Oui. parce que il faut penser avec un esprit toujours dans le côté ethnique ou anthropologique, il faut penser dans l'esprit de la tribu. Plus on se marie et plus la tribu va s'agrandir et va avoir du pouvoir face aux d'autres tribus. Donc, il faut dire que le loup ici est une métaphore, c'est juste ce qu'on appelle l'orat temthil kina, et c'est une fable. Donc ça peut aussi parler d'un homme qui refusait donc d'avoir sa propre tente et d'avoir son propre foyer. Donc tout est lié. Tout Tout à est fait, lié. tout Et à c'est fait. quelque chose qui est là, l'expression est là, mais
C'est-à-dire qu'on peut faire des études et on peut faire des thèses là-dessus. Ça nous ouvre grand la porte sur nos traditions et comment nos ancêtres réfléchissaient et pensaient. Voilà. Donc, un phénomène météorologique qui se transforme en une véritable tradition qui nous donne justement une expression, ça existe. Mais il n'y a pas que Al-Sidib, vous savez. Alors, par exemple, si en Europe on dit mariage pluvieux, mariage heureux, ben chez nous, si pendant votre fête de mariage ou vos noces, il y a de la pluie, c'est que l'été faut en être déjà là. Ah bah, ça c'est une tradition aussi. Oui. Donc si vous avez mangé votre soupe à même donc votre marmite. Et ça, on le dit, quand il pleut véritablement très très fort lors d'un mariage, on dit donc elle a vraiment mangé dans la marmite. Et ça, c'est une autre approche et une association terrible entre la marmite, donc la nourriture, les légumes, les fruits, tout ce qui pousse par la pluie et la pluie. Et la liaison est très très forte. Très bien. Yazid Aït Mahieddine vient de me souffler qu'une œuvre majeure de Mohamed Dib avait été justement consacrée partiellement à ces noces du loup. Hein. Oui, et non, mais c'est pour ça que je disais qu'il y a eu une inspiration assez extraordinaire. Et ça va jusqu'en Égypte, jusqu'au Soudan. Par exemple, si vous prenez un romancier, attendez que je le retrouve, Taïb Salah, voilà. Taïb Salah, qui est un romancier soudanais, qui écrit en langue arabe. Il a écrit un livre, Urs Zin, d'accord? Mais en fait, il l'a dit par lui-même qu'il s'est inspiré de cette histoire ou ce conte, cette légende de Al-Sidib. Donc il a juste enlevé Dib d'Al-Zin. C'est aussi un garçon qui ne voulait pas se marier. C'est la légende Dib même. est un Dib aussi. Bah oui, bah, c'est un Dib. Voilà. Ouais, donc, voilà. Normal quelque part qu'il parle du loup. Donc merci beaucoup Siham. Oh, mais je vous en Merci prie. pour ce petit voyage ô combien sympathique. Et demain on parlera de je suis la toute oui. femme avec Oui. un grand F et comment elle a pu inspirer nos grands poètes. Voilà. Très bien. Et puis on disait que l'arc-en-ciel avait beaucoup inspiré les artistes de tous bords. On va mettre en valeur dans le reportage qui va suivre deux artistes, deux grands noms de la peinture algérienne, Monsef Guita en l'occurrence et Mustapha Adden. Ils exposent ensemble au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria, depuis peu de temps. Et justement, ce duo remarquable a été mis en valeur dans un reportage et compte rendu de Riles Wild Hamouda. C'est parti. Une exposition artistique qui regroupe les travaux des deux plasticiens, Mustapha Adden et Monsef Guita, deux grands artistes, l'un académicien et l'autre autodidacte. La passion de la peinture les réunit ici à la Galerie Baya. Ils mettent en avant leurs œuvres dont les thèmes sont liés à leur grand parcours artistique et les techniques utilisées dans ce domaine. Nous sommes deux peintres un peu antinomiques. Je m'explique. Monsieur Adden, c'est un peintre académique qui a passé sa carrière au niveau de l'école des beaux-arts, lui-même élève des beaux-arts, puis enseignant des beaux-arts. Et vous avez en face de vous ici un peintre autodidacte. Voilà. Donc on invite un peu les visiteurs à, pas à comparer, mais à se faire une idée de que ce peut être à la fois une formation artistique classique et une formation autodidacte à la force des bras. Disons que Guita a une forme de travail qui est à lui. Et je l'aime bien parce que c'est quelqu'un de très pondéré, disons, d'intelligent d'abord, avec qui on peut discuter, échanger des idées et tout ça. Cette exposition rappelle les créations d'artistes offrant une vision globale sur le développement des beaux-arts en Algérie qui symbolise la communication et la recherche continue.
Voilà, donc qui est un petit peu résumé par rapport à cette exposition visible au niveau du Palais de la Culture Mufti Zakaria. Donc voilà, vous pouvez découvrir le talent de ces grands artistes, Monsef Guita en l'occurrence et Mustafa Adden, très talentueux. Donc je pense que notre commissaire d'exposition ici présente, Amel Mihoub, va peut-être rebondir sur cette exposition. Bonjour. Oui, bonjour et merci de me recevoir à la DIA. Oui, donc, déjà, ils sont deux grands peintres et puis Adden avec son magnifique parcours avec les émaux et même Monsieur Guita. J'ai eu l'occasion justement d'aller voir cette exposition qui est juste sublime. Oui, magnifique. Franchement, l'espace est rehaussé par ces œuvres de différentes magnifiques dimensions. couleurs et des aussi, grandes voilà. dimensions, surtout par exemple au niveau du côté de Monsieur Adden, il avait mis mais vraiment de grandes œuvres en céramique avec les émaux. Aussi, Monsieur Guita, on retrouve ces fameux arbres avec les magnifiques couleurs, le bleu Et c'est vrai qu'ils ont jonglé avec les supports durant toute leur carrière, c'est-à-dire qu'ils ont exploré pas mal de supports, ils ont tenté des expériences humaines et artistiques multiples, et donc voilà, on les retrouve ensemble. Ils sont de la même génération aussi, donc c'est un parcours qui un petit peu c'est un excellent évolue de la duo, même façon. voilà. Voilà. C'est un duo remarquable. Alors, les mix entre artistes, vous savez y faire, Amel Mouhoub. Vous avez géré une très belle galerie du côté, justement, du complexe de Riyad El Fath depuis quelques années. Qui existe toujours. Qui existe toujours. Voilà. Et je veux dire, dans cette galerie, vous avez apporté un souffle nouveau. Vous avez montré de jeunes talents pas très connus. Vous avez aussi, opéré des sont déjà sur la scène artistique. Donc, justement, le but, c'est de faire vraiment la promotion des artistes de peintres de toutes les régions d'Algérie, parce qu'on a vraiment une grande richesse artistique. Tout à fait. Donc, vous allez encore révéler des talents dans un nouvel espace que vous investissez prochainement. Donc, voilà, heureuse d'annoncer avec vous ce matin la naissance d'une nouvelle galerie, n'est-ce pas? Parce que oui, du moment qu'il y ait justement des espaces qui ouvrent, c'est ça ce qui va faire la diffusion artistique des artistes peintres. Donc, je suis très honorée et puis heureuse pour le lancement de la nouvelle galerie Hang Art, donc du centre Garden. Donc, en fait, le centre met à disposition un espace pour les artistes. Et ce qui est intéressant, justement, c'est différent. Parce que là, il y a déjà un public qui est déjà présent et pas forcément qui soit consommateur d'art. Voilà, on n'est pas face à un public initié à l'art. Mais on peut justement, pas forcément, mais on va l'initier. Voilà, effectivement. Initier, aiguiser le regard, l'intérêt pour la chose artistique à travers cette galerie qui est donc dans ce centre commercial qu'on appelle le Garden, c'est du côté de Cheraga. Exactement, donc dans le centre commercial Garden City, donc il y a un espace, donc c'est le Hangar Art, donc l'ouverture, l'inauguration c'est ce mardi, donc on commence bien donc avec la femme, le thème Elle, donc pour la journée internationale de la femme. Donc on rend hommage à toutes ces femmes, donc à l'algérienne, donc à nos mères, à nos grands-mères, à toutes ces femmes qui ont contribué justement pour la sauvegarde du patrimoine. Donc on a une belle panoplie d'artistes qui seront représentés dans cette galerie. Donc on a une artiste qui vient de Tiaret, donc Hadia Hajras. Il y a aussi Rouadria Friel qui revient sur la scène artistique. Donc, qu'on a perdu de vue depuis pas mal d'années. Donc là, elle sera présente à cette exposition qui a de magnifiques tableaux. Qui, elle, met en valeur la femme. Exactement, dans ces tableaux. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle travaille toujours sur une thématique. En fait, elle travaille sur les contes qui ont bercé son histoire et elle met la femme en avant que moi je trouve magnifique. Elle a une belle touche contemporaine. Voilà. Avec, on revient toujours avec quelque chose de notre enfance. Et voilà. Très expressive, avec justement une palette graphique assez riche, donc Fariel, et qui sera aux côtés d'une panoplie d'artistes. On peut dénombrer Oui, donc on a aussi Fatma Zahra Bouaouni qui est aussi dans ses travaux. Elles rend toujours hommage aux gardiennes du temple, comme elle les appelle. Donc c'est toutes ces femmes qui sont en fait dans l'ombre, en quelque sorte, qui ont contribué justement à la sauvegarde de notre patrimoine. Donc par exemple, elles rend hommage au mzed, qui est l'instrument qui se joue
joue uniquement par une femme. Oui, l'imzad est vraiment La danse sacralisée. rahaba. Donc là, je vous ai donné même les... Oui, des petits indices voilà. comme ça, mais c'est pas pour moi, en fait, Oui, c'est pour c'est ceux pour- qui nous suivent ce matin et qui aimeraient découvrir ce nouvel espace. En fait, c'est aussi dans un ensemble qui sera très intéressant, un temple de la culture, parce qu'il y aura Oui. une série de cinémas dans cet espace. qui vont Justement, on est ouvrir. juste à côté, Voilà. donc c'est au 3e étage, juste à côté des cinémas. Et puis le but, c'est vraiment que ça soit ce côté-là, un endroit très culturel. Voilà, ce sera carrément en complément à cet espace culturel. Il y aura des visiteurs qui s'arrêteront pour Oui. un café, ou comme d'accoutumée dans les centres où il y a Voilà, plusieurs donc, cinémas, et aussi qui verront cette vitrine haute en couleurs et qui voudront peut-être s'enquérir des tableaux et des artistes qui exposent pendant leur passage. Alors, donc, revenons un petit peu à ce sobriquet. Hangar. Donc, quand on écoute hangar, Ben, en fait, Alors, le oui. directeur justement s'est inspiré des hangars, enfin, qu'une galerie qui existe En déjà fait, à c'est un sobriquet, l'étranger. c'est C'est un hang peu brut, et art. exactement. Voilà. Ça fait référence aux hangars, donc c'est assez brut, minimaliste. Déjà même l'espace de la galerie, c'est très... Voilà. Ça va vraiment, le plafond va vraiment vers le haut, donc c'est un peu système comme les hangars et tout. Comme les friches Oui, voilà. qui existent en France. Oui, Effectivement. effectivement. Mhm. Donc voilà, c'est en hauteur, donc ça permettra peut-être de découvrir un D'avoir, jour une oui. sculpture monumentale. Oui, qui sait. pourquoi pas. Puisque ça le permet, dans la mesure Voilà, où oui. il y a matière à éclairer. Est-ce que ça a été facile pour vous d'aller vers un nouvel espace que vous ne connaissiez pas avant? Bah non, parce qu'en fait, depuis la Covid, justement, je suis dans cette optique Galerie Le Pan se déploie. Oui. J'ai déjà fait justement cette expérience-là avec l'opéra, Oui, tout à dans fait. le commissariat. tout à fait. Et puis là, c'est une nouvelle expérience parce que c'est vraiment un public complètement différent à qui j'ai l'habitude Oui. d'avoir affaire d'habitude, justement, parce que généralement, c'est un public qui vient vraiment, on fait les invitations, c'est un public qui vient justement vers les galeries. Mais là, c'est vraiment un public, enfin tout le monde. On peut s'attendre également donc à des vernissages assez différents, dans la Oui, mesure oui. où vous pouvez peut-être être à l'extérieur de la galerie pendant les Oui, oui, vernissages. effectivement, qui il y a sait. cette possibilité, peut-être même carrément s'étaler dans l'endroit ou c'est à voir. Avec Oui. les beaux jours qui vont venir, on fera un beau programme culturel. Très bien. Donc Amel Moub, on n'a pas encore dit à quelle heure devait avoir lieu le vernissage demain. Alors, c'est mardi, justement, à partir de 16h jusqu'à 22h. Très bien, de Voilà. 16 Et à 22 puis, heures. Déjà, les horaires ne sont pas les Oui, oui. horaires Non, non, habituels. non. hein. C'est en jour de semaine, c'est jusqu'à 19h. Pour les vernissages, uniquement, on est jusqu'à 22h. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, voilà, donc les gens peuvent faire leurs courses et puis venir visiter la galerie. Voilà, la galerie donc baptisée Hangar. Hangar, oui. Et ça se trouve au niveau du centre commercial puis Garden oui, City à voilà. Alger. Et Oui. l'exposition continuera jusqu'au 31 mars. 31 jusqu'à la fin du mois. Du mois, Donc, voilà. elle à l'honneur, la Oui, femme la par femme, excellence, l'Algérienne. par le contenu, par la présence aussi de palettes féminines. Oui, et aussi... mais même aussi il y a des artistes hommes avec nous, Oui. mais en fait, même la thématique, quand un artiste plasticien homme qui choisit le thème justement de la femme, en quelque sorte, il lui rend hommage à sa place, sa grande place dans la société, parce que c'est elle qui donne la vie, elle éduque, elle transmet la culture, donc pas uniquement les femmes. Donc je voulais que même les artistes hommes soient présents aussi à travers leurs œuvres en hommage pour la femme. Voilà, à l'image de Moussa Bourdine qui sera Oui, présent pour cette exactement. première, n'est-ce Oui. pas? Voilà. Non, on me dit à l'oreille, Era Diabolmaj, dit non. Ah bah pourquoi pas? Non, pas pour celle-ci, peut-être pour d'autres, qui sait. Voilà. Pour la prochaine, on Inch'Allah. va prendre le train en marche un peu plus tard, peut-être, qui sait. Oui. Merci en tout cas, donc bon vent, on va dire. Merci de me recevoir Bon. et puis venez voir justement Avec plaisir, l'exposition. Oui. avec plaisir. Bonne chance en tout cas pour Merci. ce démarrage, pour ce nouvel espace artistique et culturel, Hangar. Ça se trouve à proximité de Chiraga, donc c'est carrément, voilà,
Très facile à trouver. Voilà, à la limite entre Cheraga et Ouled Fayed. Garden City. Très bien, c'est au 3e étage du Garden City. Vous êtes les bienvenus. Donc à partir de demain 16h. Merci infiniment, Amel. Donc je vous souhaite toute la chance à cette exposition et aux exposants également. Donc honneur aux femmes et aux dames dans cette exposition intitulée Elle. Merci. Et merci à ceux qui sont avec nous et qui sont là, donc qui suivent l'émission. Tout de suite, on va parler toujours de femmes, mais avec de jeunes étudiantes. C'est dans un petit moment après ceci. Demoiselles étudiantes de l'École supérieure d'informatique se préparent en coulisses. J'ai le plaisir de recevoir tout de suite le commissaire du Salon international du livre d'Alger, le SILA. Donc fort heureusement et pour le bonheur des lecteurs, des auteurs et des éditeurs, le SILA est de retour en 2022. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce matin Monsieur Mohamed Yegar. Bienvenue. Tout le plaisir est pour moi, chère madame. Bonjour. Voilà. J'imagine votre bonheur. Hein, tout à fait, c'est le bonheur aussi de tout le monde, tous les lecteurs, les auditeurs, amis du livre. Voilà. Et vous aussi, en tant que journaliste. Ben, pour cette 25e édition, c'est vraiment le tramway nommé Désir. Hein. On l'a attendu 2 ans, hein, cette édition, cette 25e. Je trouve le qualificatif impeccable, en effet. Donc, après 2 années de rupture, oui, pour cause ou en raison de la pandémie qui a touché le monde, pas seulement l'Algérie. Donc, le SILA est enfin de retour. Et ce, au grand bonheur des éditeurs, des lecteurs, des intellectuels en général et des amis du livre. Absolument. Le SILA qui draine habituellement foule chaque année. Donc c'est l'événement phare d'Alger, enfin l'événement culturel phare d'Alger. Pour rappel, donc en 2019 par exemple, on a reçu plus d'1 million de visiteurs, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc j'ai le plaisir d'annoncer le retour de cette édition qui aura lieu, donc je précise, du 24 mars au 1er avril. Donc il va se tenir au Palais des Expositions. Donc c'est une édition effectivement phare, c'est le plus grand événement national, tout secteur confondu. C'est le plus grand salon du livre du monde arabe, d'Afrique et de la Méditerranée. Les statistiques sont là pour le confirmer. C'est un énorme événement, c'est une énorme fête internationale du livre. Donc, qui accueillera des exposants de 4 coins du globe, que ce soit d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie. C'est une participation record qu'on a enregistrée cette année, dès lors qu'elle dépasse de loin les 1200 exposants, représentant 36 pays issus de 4 coins de globe. Donc effectivement, c'est un événement grandiose, c'est un événement énorme qui s'est vu rehaussé aussi par la décision du président de la République, M. Absolument, j'allais y venir, justement. Voilà, qui a une annoncé décision incroyable, tout à qui fait, a étonné la gratuité des stands pour oui, l'ensemble des exposants participants à cette édition. C'est un très beau cadeau à l'endroit de la profession, à l'endroit de la profession d'édition du livre. Et tout éditeur confondu, tous les
éditeurs confondus, c'est-à-dire qu'ils soient locaux ou qu'ils soient étrangers, ils sont concernés Absolument, par cette absolument. exonération. Comme je l'ai précisé, donc c'est une exonération donc, qui touche tous les participants à ce salon, qu'ils soient éditeurs locaux ou étrangers, bien entendu. Donc dès lors que la décision est tombée, alors franchement, les remerciements pleuvaient de quatre coins du globe, donc pour remercier donc Monsieur le Président de la République pour sa décision et aussi donc Madame la Ministre de la Culture pour ce geste si fort d'ailleurs à l'endroit de la profession. Vous faites si bien de dire des quatre coins du globe. Effectivement, la pandémie, donc cette crise sanitaire a touché le domaine de l'édition partout dans le monde, pas seulement chez nous. Donc les événements ont été gelés un petit peu partout. Tous les secteurs économiques ont été fortement impactés et l'édition en particulier. Donc nous ne sommes pas en reste du monde, effectivement. Ben voilà, donc c'est une édition qui a très fortement souffert, effectivement, durant les 2 dernières années notamment, d'où l'énorme geste donc, des pouvoirs publics, à commencer par celui du président, donc, qui exempte tous les participants des frais de location des stands, mais aussi le CELA aussi a été exempté de tous droits et taxes, justement pour permettre à l'Algérien, donc au lecteur algérien, d'acquérir un livre à très bon prix et à la portée de tout le monde. Il y a aussi d'autres décisions qui sont à travers lesquelles on exontera donc tous les exposants. C'est en fait l'engagement pris par tous les éditeurs qui ont bénéficié de cette exonération. En fait, en échange, ils ont vraiment exprimé leur vœu aussi de baisser les prix, justement pour permettre à toutes les bourses Merci de le rappeler. De répondre tout à fait. Tout juste après l'annonce donc de la décision du président de la République, très franchement, donc des remerciements pleuvaient de partout et aussi des engagements de tous ces éditeurs à consentir des marges exceptionnelles en réponse à cette décision, si importante d'ailleurs. Donc nous remercierons tous ces exposants-là pour ces efforts qu'ils vont consentir, de façon à ce que, ou alors pour permettre aux Algériens d'acquérir le livre à très bon prix. Voilà, c'est aussi une manière d'encourager et la lecture, et l'acquisition du savoir, et etc. C'est très clair, c'est un geste très fort des pouvoirs publics pour d'abord encourager la profession, donc l'édition du livre, mais aussi un effort aussi à tous les auteurs, tous les éditeurs, tous les intellectuels et tout ce beau monde de la culture et de l'édition, mais aussi du lecteur, dès lors qu'à travers ce salon, il trouvera les nouveautés qu'il ne trouve pas tout le temps dans le circuit traditionnel de distribution de livres, que sont les librairies et les distributeurs. Donc c'est quand même un geste très fort et qui est très fortement salué aussi par tout ce monde-là, que sont les éditeurs, les auteurs intellectuels et les lecteurs en particulier. Voilà, cette année, l'Italie à l'honneur, donc invité d'honneur du SILA. L'Italie, ce pays qui vraiment connaît justement une édition très prolifique. Tout à fait, donc c'est une édition particulière, exceptionnelle, d'abord par le fait qu'elle se tienne dans un contexte particulier, qui est le contexte épidémique. Elle est particulière parce qu'on va fêter le 60aire du recouvrement de l'indépendance nationale. Elle est aussi particulière par le fait qu'on va fêter, l'édition va fêter cette année sa 25e année, donc ce qui représente un quart de siècle, c'est quand même très important, mais aussi elle sera particulière par l'invité d'honneur qui sera cette année l'Italie. C'est un pays donc, que vous connaissez très bien, c'est un pays qui est ami d'Algérie, c'est un pays qui a soutenu l'Algérie dès les premières heures de lutte contre l'occupant d'alors. C'est un pays aussi donc, avec qui on a d'excellentes relations, un excellent partenariat, qui soit économique, ou culturel. C'est un pays aussi qui est connu donc, pour son fort potentiel éditorial, que ce soit donc, en termes de maisons d'édition. Les plus grandes maisons d'édition de ce monde sont italiennes, mais aussi par leur industrie du livre et des arts graphiques. Donc c'est une opportunité, c'est une occasion pour nos professionnels du livre, justement, d'échanger à travers les rencontres professionnelles qui seront organisées et de profiter donc au maximum de la présence de ce pays et vice-versa, bien sûr, pour la cession, l'achat de droits, mais aussi pour la formation, la traduction et tout ce que s'ensuit. Voilà, donc vous disiez que c'était un petit peu une édition spéciale dans la mesure où elle s'inscrit dans la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de l'indépendance, donc d'où le choix de la thématique pour cette année, donc en rapport avec la mémoire. Donc, et donc, est-ce que les éditeurs ont été invités à répondre à cette thématique ?
Vous savez, alors le choix de la thématique, bien sûr, c'est jamais restreint à un groupe ou à un panel. Tout le monde est invité à participer, que ce soit au niveau de la sélection du slogan, de la proposition de slogan, mais aussi d'affiches, et toute autre orientation en mesure d'apporter un plus. À juste titre, et je vous remercie de me rappeler cela, tous les éditeurs sans exception, que ce soit ceux faisant partie des deux organisations, ou alors ceux qui sont indépendants, tout ce moment-là est invité donc à participer à travers des programmes, qu'ils soient de signature, de dédicaces ou de programmes d'animation culturelle, tout le long du salon, donc qui va accompagner l'exposition vente de livres. Et pas seulement les éditeurs, il y a aussi toutes les institutions aussi, que ce soit celles qui sont habituées ou celles à venir, qui ont déjà marqué leur participation ou confirmé leur participation, sont également invités donc à participer à travers des programmes d'animation culturelle pendant 10 jours durant. Voilà, durant 10 jours, donc, Alger va vivre au rythme du SILA. Le SILA qui propose un programme très riche cette année avec cette densité, donc, que vous aviez annoncé, densité de participants en termes d'éditeurs donc, et auteurs. Quelles sont les pépites de ce programme? Très bien, donc d'abord, il serait peut-être loisible de rappeler que le programme en général s'articule autour à peu près de 4 thématiques que sont donc la mémoire, l'histoire, la pandémie et le livre et la littérature en général. D'où le slogan, vous voyez que le slogan est sorti de là. Vous allez voir rapidement aussi l'affiche donc, qui va sortir. Le slogan, donc le livre passerelle pour la mémoire. Alors le livre passerelle de mémoire. De mémoire. Voilà, et en arabe, le kitab Jisr Dhakira. Donc c'est un slogan qui traduira donc les passations les translations, les passages donc transgénérationnels, donc que ce soit l'histoire, la mémoire et tout. Donc je pense que le slogan donc scie parfaitement donc avec les thématiques de cette édition. Donc c'est un programme riche et varié qui va accompagner l'exposition vente de livres, donc qui va traiter de différentes thématiques, que ce soit donc il y aura des hommages, il y aura des évocations, il y aura des rencontres littéraires, des conférences débats, des tables rondes, des espaces d'animation pour enfants. Il y aura aussi une rencontre sur l'émir Abdelkader, donc tout ce qui concerne cette personnalité nationale en termes d'écrit, de culture et de littérature. Donc voilà, en gros, donc le programme, et qui verra aussi donc la participation de grands noms, que ce soit au niveau national, que ce soit à l'international. Oui. Voilà. On aimerait en avoir quelques-uns quand même pour donner un avant-goût aux téléspectateurs de notre matinale. Donc il y aura des Algériens, nos compatriotes aussi, donc comme Mustafa Ben Fodil, comme Amin Zawi, comme Habib Sayah et bien d'autres qui m'excuseront si je ne pourrais pas annoncer tous les noms. Oui, on ne peut pas être exhaustif, mais voilà. Sinon, on parle juste de quelques noms, oui. Voilà, Wassine El-Hadj, je vous en connaissez toutes ces têtes de plumes, mais je rappellerai aussi, il y aura les grandes plumes qui seront là, qui sont connues de notoriété nationale et internationale, mais les jeunes plumes ne sont pas en reste, puisqu'il y a une bonne programmation, la part belle aussi qui est réservée aux jeunes plumes, aux jeunes auteurs, sur lesquels nous allons parler, nous allons organiser des tables rondes, nous allons faire connaître à travers cette édition. Il y aura aussi des auteurs étrangers comme Jalal Borges, qui est aussi récipiendaire du prix du Booker Prize. Nous avons aussi Abdelwahab Aissaoui, le nôtre aussi, qui est aussi récipiendaire de ce prix. Nous avons Ahmed Tibaoui aussi, qui est récipiendaire d'un grand prix, qui est celui de Najib Mahfoud, et bien d'autres qui seront avec nous et que je vous annoncerai très très prochainement, Inch'Allah. Ben, ce sera avec plaisir. En tout cas, déjà, l'annonce est faite par rapport à l'événement. Donc déjà, il y a eu comme ça hésitation en octobre. On avait peur de le lancer déjà, donc un report. Un énième report de l'édition, donc, mais cette fois-ci, voilà, les auteurs, les éditeurs et les lecteurs vont pouvoir se regrouper autour de cet événement. La 25e édition du SILA, Salon international du livre d'Alger, c'est au Pin Maritime, comme d'accoutumé, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, ce serait peut-être bien de rappeler quelque chose, c'est que l'édition, alors en 2022, l'édition donc qui va se tenir du 24 mars au 1er avril, et il s'agit
s'agit de rattraper l'édition 2021, au fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, justement, c'est une décision des pouvoirs publics pour venir en aide, justement, à cette profession du livre, à l'édition, au professionnel d'édition du livre, qui est quand même en souffrance et qui connaît un marasme, un désastre sans précédent, notamment, ou alors exacerbé par ces 2 années de Covid, de la Covid. Donc, au lieu alors, sachant que la tradition habituelle, enfin, l'édition, excusez-moi, habituelle se tenait fin avril, début novembre, cette année, justement, le pouvoir public, dans l'optique de venir en aide, justement, à ce panel économique, donc aux professionnels de l'édition du livre, ils ont rapproché cette édition pour la tenir au mois de mars prochain, donc qui aura lieu du 24 mars au 31 avril au Palais des Expositions des Pas Maritimes, pour le rappeler, à juste titre. Et ça va vraiment permettre à tout ce secteur de respirer et à nouveau, voilà, de vivre à nouveau à travers ces rencontres tellement prisées, tellement espérées depuis 2 ans. Absolument, absolument. C'est vraiment le cas de le dire. Oui. C'est une véritable bouffée d'oxygène. Ça serait une véritable fête du livre, sachant que c'est un événement tant attendu, je dirais, que ce soit les éditeurs, que ce soit les lecteurs en général, parce qu'il faut le dire, c'est le seul événement qui constitue la rentrée littéraire, c'est le seul événement qui permet aux éditeurs donc vraiment de travailler, de réaliser du chiffre. Et je vous assure que la dizaine du salon permet aux éditeurs justement de réaliser un chiffre d'affaires qu'ils ne réalisent pas pendant toute l'année. Voilà, c'est vous dire l'importance de cet événement, l'ampleur que constitue cet événement, mais surtout l'intérêt qu'il représente à tous ces professionnels du livre, qu'ils soient éditeurs en premier lieu, que ce soit les intellectuels en général ou les lecteurs en particulier aussi, si je puis dire ça aussi. Voilà. Nous sommes vraiment ravis d'annoncer auprès de vous justement cette reprise. Monsieur Mohamed Igarb, je rappelle que vous êtes le commissaire du Salon international du livre d'Alger. Vous venez d'annoncer donc la nouvelle reprise du SILA à partir du 24 du mois en cours. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à tous ceux qui sont avec nous. Je le disais bien sûr à J-1 de la Journée internationale des droits des femmes. Nous célébrons aussi la femme à notre manière par la chanson et aussi par la présence d'invités de marque. Et tout de suite, je vous propose d'écouter Manal Gharbi dans cette interprétation de la chanson Yan L'ayoun. Yanas Biya, Yanas Layoun, voilà, j'ai inversé. Elle va remettre tout en place. Hein. Voilà, Manal Gharbi.
Voilà, donc voilà, c'est déjà l'effervescence sur le plateau. Vous avez dû remarquer mon geste, mesdames, messieurs. Merci d'être là pour cette séquence de l'émission. Nous allons parler de jeunesse, mais aussi de femmes à notre façon, avec des représentants, de jeunes représentants de 2 clubs scientifiques issus de l'ESI qui est en fait l'école supérieure d'informatique de Oued Semar. Donc, ravi de retrouver ce matin d'abord Céline Sfardjla. Bienvenue. Et Afnan Touhar. Les noms ne sont pas communs du tout sur ce plateau. Alors, à l'image de Razan Megalati, bienvenue. Merci, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Ah bah, tout le plaisir est pour moi. Voilà, je suis ravie. Donc voilà, je voyage avec vous dans le temps et je me revois sur les bancs de l'université. Donc, sauf que moi, je n'étais pas dans un club scientifique. Donc voilà, présentez-nous un petit peu les 2 clubs dans l'école parce que vous êtes actifs vous êtes à cheval sur 2 clubs. Hein. Je suis membre du club scientifique WTM. WTM, c'est quoi? WTM veut dire Women Tech Makers. C'est un programme international fondé par Google en 2012 qui vise à célébrer la femme, qui vise aussi à les encourager pour accélérer et poursuivre des carrières dans les domaines technologiques. Women Tech. Women Tech Makers, ça veut dire, si on traduit en français, ça fait les femmes actives dans le domaine de la technologie. Oui, c'est ça. Donc, Women Tech Makers constitue plusieurs chapitres dispersés dans le monde entier. Et notre chapitre, qui est situé à Lizy, notre chapitre contribue énormément à cette communauté. Je tiens à préciser que c'est le chapitre le plus actif dans le MENA region. MENA, c'est le Middle East et North Africa. Voilà, Middle East, donc le Moyen-Orient et le Nord-Africain. Donc, on est les plus actifs. Ah bah bravo, bravo, vous êtes très présent, vous êtes dynamique, vous êtes plein d'espérance et voilà, vous activez aussi dans un second club, le GDG Algiers, c'est-à-dire Google Development Group. On est aussi des membres en GDG Algiers. GDG Algiers, ça veut dire Google Developers Group. Notre club WTM est indissociable de GDG. WTM et GDG collaborent ensemble pour créer des événements et des activités, mais WTM a de plus des événements qui sont dédiés à la femme, comme on a WTM Podcast, She Shares, IWD. D'ailleurs, on est là aujourd'hui pour vous présenter IWD. Très bien, très bien. IWD, donc si on le traduit aussi vers le français, ça nous donnerait... C'est International Women's Day, qui veut dire la journée internationale. La journée internationale de la femme, tout simplement. Oui, donc c'est un événement, c'est parmi les plus grands événements que WTM organise, avec tous ses chapitres, si ce n'est pas le plus grand. Il vise toujours à célébrer les réalisations et les accomplissements des femmes dans le domaine technologique, dans leur carrière, que ce soit informatique. Habituellement, ils s'organisent et se déroulaient sur toute une journée où on organisait des activités telles que des workshops, des conférences, des talks animés par des experts dans leur domaine. Cette année, c'est un peu spécial, voilà. C'est ce que j'ai deviné en tout cas. Cette année, Inch'Allah, IWD revient avec des nouveautés dans son programme. Donc, il est programmé pour le 17, le 18 et le 19 mars, Inch'Allah. Comme vous pouvez le constater, il est un peu décalé par rapport au 8 mars, donc la date où tout le monde célèbre. Donc vous vous êtes un peu démarqué. Donc vous avez organisé ça sur 3 jours. Sur 3 jours, car il contiendra, Inch'Allah, un hackathon. Donc c'est une forme de compétition où plusieurs équipes de 5 personnes maximum auront affaire à une problématique, qui essaieront de trouver une idée, une solution à cette problématique, la développer en une solution digitale.
Donc voilà, ils seront évalués vers la fin, Inch'Allah, avec des juges, un ensemble de juges. Voilà, on aura, Inch'Allah, 3 gagnants parmi les équipes qui participent. Voilà. Mais ce qui est important, c'est aussi de relever la thématique de cette année qui est assez particulière. C'est-à-dire que là, on est carrément vraiment dans la féminité. Hein. Voilà, parce que ce sont des solutions qu'il faut trouver par rapport au bien-être féminin, essentiellement. C'est ça la thématique, en fait. Et je tiens à mentionner aussi qu'il y aura un ensemble de mentors qui vont faire le tour entre les équipes pour les orienter, les encadrer, les aider. Voilà, si jamais ils rencontrent un problème qui concerne la problématique. Alors, les 2 clubs, donc à l'unisson, GDG et Algiers et WTM, donc ce sont des véritables fourmilières en fait. Hein. Vous allez peut-être m'en parler, Céline. C'est une vraie structure en fait. C'est à l'image de n'importe quelle entreprise. Oui, effectivement. En fait, comme elle a dit Razan au début, WTM c'est indissociable de GDG Algiers. Donc on travaille ensemble. Les mêmes membres de WTM sont même des membres à GDG Algiers. Oui, on est très, très organisé. On a une structure très bien organisée. Bon, on a des départements, on les appelle des départements. Chaque département s'occupe d'une partie. Par exemple, on a le département qui s'occupe du développement. C'est ceux qui développent les sites web, les Discord bots. Bon, on va parler après à propos de Discord et notre communauté. Bon, et on a un département qui travaille beaucoup plus le design, département de la communication, ceux qui publient ce que vous voyez sur nos réseaux sociaux. Il y a le département events, c'est ce qu'on fait nous, le marketing et la logistique. La logistique, le marketing, tout y est. Donc voilà, vous avez pensé à tout. Donc vous êtes plus actif dans lequel de ces panels ou de ces départements? Dites-moi, Céline. Bon, pour moi, c'est marketing. Ça fait 2 ans que je suis dans ce département-là et I really enjoy it. Oui, et puis you enjoy it. Vous êtes seulement en 2e année, donc ça promet pour les 2. Il vous reste encore combien d'années? 2 ans? 3 ans. 3 ans. Donc ça promet, hein, ce n'est que le début et déjà vous êtes aux rênes d'un département combien important. Donc vous-même les filles, donc je suis membre du département design. D'accord. Voilà, depuis 2 ans. Oui. Elle a des dons, hein. C'est bien. 2 ans, oui. C'est une très belle expérience. Donc merci. Mais vous êtes en quelle année? Allez-y. Je suis en 3e année. D'accord, 3e année. Et qu'en est-il de Razan? Moi je suis DCP, c'est-à-dire 2e année, cycle préparatoire. D'accord, 2e année et 3e année. Donc ça va, vous êtes au début de votre cursus et vous êtes très active déjà. Et voilà, qu'est-ce qui a motivé qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre ces clubs? J'aimerais savoir. Je dirais le slogan que GDG et WTM ont, sharing is caring. Donc toute personne qui appartient au club essaye de partager ses connaissances et elle essaye de partager ses connaissances, d'animer des talks, d'animer des conférences afin que les autres peuvent y bénéficier. Donc, ça vous permet un peu de vous épanouir, mais aussi de gagner en expérience quelque part, non? Oui, bien sûr. Parce que si on reste dans le cadre des études seulement, certainement, on va apprendre des trucs théoriques, mais je trouve que la vie réelle, c'est ça, c'est ce qu'on fait, c'est les programmes qu'on fait, les événements. On apprend aussi on appelle ça les soft skills. Oui. C'est-à-dire apprendre à communiquer avec les autres, apprendre le public speaking, parler devant un grand public, ne pas avoir le stress, apprendre aussi de nouvelles technologies parce qu'à l'école, on fait des études normales, mais genre ce qu'on trouve dans la vie réelle, dans la vie de travail, c'est pas ça, c'est autre chose et on apprend ça dans les clubs. Voilà, et vous mettez à profit ce que vous avez appris parce que c'est un domaine c'est un espace où vous appliquez un peu ce que vous avez appris. Vous êtes au contact de développeurs confirmés, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ça vous a inspiré un petit peu? Ça vous a motivé dans vos études, Razan, dans ce sens? Oui, il y a beaucoup de gens... il y a beaucoup de développeurs qui m'inspirent beaucoup pour travailler dur, pour apprendre des technologies et
Et c'est tout. D'accord. D'accord, mais dites-moi, est-ce que vos symboles dans le domaine de la high technology, donc est-ce qu'ils sont masculins ou féminins quand vous rêvez et quand vous voyez comme ça une personnalité qui a percé dans ce domaine, est-ce que vous êtes comme vos amis garçons, donc est-ce que vous pensez à Bill Gates par exemple et consorts ou est-ce qu'il y a des femmes comme ça qui émergent? Oui, il y en a bien sûr des femmes. D'ailleurs, il y en a une femme qui s'appelle Ada Lovelace. C'est la première femme qui a programmé. Et voilà, il y en a même un langage qui s'appelle Ada en son honneur. D'accord, très bien. D'accord, donc je ne sais pas si vous en parlerez pendant l'événement, donc le hackathon qui est organisé à partir du 17. Non, non, pas forcément. Non, on n'a pas parlé de Ada dans ce... On va pas parler d'Ada dans ce hackathon, mais on a déjà parlé dans un événement qui s'est déroulé, ça fait 3 mois. Il s'appelait DevFest. C'était un hackathon, il y avait des workshops et des conférences. Et dans cet événement-là, on a remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui participaient. La plupart des teams, des équipes, étaient des garçons. Donc on s'est dit peut-être les femmes, they underestimate leurs compétences. Elles se sous-estiment. Voilà, elles sous-estiment. Oui. Donc, on a décidé d'organiser un hackathon. D'ailleurs, c'est le premier hackathon que WTM organise seul, parce qu'on a l'habitude de l'organiser en collaboration avec GDG. Mais cette fois-ci, c'est le premier hackathon que WTM organise. Et aussi, c'est la première fois qu'on fait un hackathon pendant IWD. Bon, Afnan a mentionné que d'habitude, on fait qu'une seule journée, que des workshops. Je voulais mentionner le thème, c'était le thème de IWD Camel, c'est Progress Not Perfection. Oui. C'est-à-dire c'est le progrès qui est important, on ne vise pas la perfection. Oui. Et c'est les femmes qui pensent comme ça à peu près, genre elles essayent d'être parfaites pour pouvoir participer dans tel événement. Mais en vrai, c'est pas le cas. Genre, le but de ces événements-là, c'est d'apprendre, c'est d'avoir une expérience. Le but, c'est pas gagner. Bon, gagner, c'est bien, mais c'est pas le but, the ultimate goal. C'est vrai, mais c'est vrai que vous faites bien de le relever. La femme est plus perfectionniste que l'homme, effectivement, très exigeante. Voilà, et du coup, donc elle se lance pas facilement dans ce genre d'initiative. Donc le hackathon, on rappelle un petit peu les dates et le déroulement, donc se fera du 17 au 18 de manière au 19. Mais la compétition, le hackathon, c'est sans arrêt pendant 24 heures, c'est ça? Oui, pour 48 heures. On va 48 heures, carrément, oui. Jeudi soir. Et on va commencer les évaluations samedi l'après-midi. Oui. Très bien. Donc jeudi soir, ça commence à partir de 16h et ça va jusqu'à samedi. Donc ça va être très sympa. En coulisses, c'est comment? C'est agréable, j'imagine. Oui, c'est super agréable. Il y en a... vibes des hackathons. Oh là 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 là. Good vibes. Good vibes. Donc voilà, ce sont de bonnes ondes qui vont circuler à travers justement les espaces et c'est ouvert non pas seulement aux étudiants de l'ESI, il faut le dire, mais à tout le monde, c'est-à-dire tous les étudiants sont conviés à cette compétition, le hackathon, donc de WTM. Oui, les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez trouver le lien pour notre site web sur nos réseaux sociaux, juste WTM Algiers, soit Facebook, Instagram, LinkedIn ou Twitter. Vous trouvez le lien qui vous dirigera vers notre site web pour les inscriptions. Il suffit juste d'avoir une équipe et vous inscrire. L'équipe doit absolument comporter combien de personnes? 5 personnes maximum. Maximum et le minimum? 2. Donc des teams de 2 à 5 personnes. Oui. Donc s'il y a une idée comme ça qui émerge dans ce contexte, le bien-être féminin, voilà, toute personne désirant y participer sont les bienvenus. C'est pas exactement le bien-être féminin, oui, c'est le bien-être. Programme bien-être de manière générale. Même les garçons peuvent y participer, c'est pas seulement pour les filles. Pas seulement les filles, donc les garçons ne sont pas exclus. Voilà, donc voilà, c'est ça, voilà qui est bien dit. Tout le monde est le bienvenu au hackathon, donc organisé par l'ESI, l'école supérieure d'informatique de Oued-Semmar. Merci à vous trois donc d'avoir permis d'annoncer l'événement, donc toujours en faveur de cette journée internationale des femmes et des droits des femmes essentiellement. Donc je rappelle vos noms et donc Céline Fardjallah qui est membre qui est membre du club GDG et WTM également, donc deuxième année.
d'informatique. Et puis, autant que Razan Megalati, ici présent, vos noms sont très, très spéciaux. Vraiment, j'adore. Et Afnan Touhar. Afnan, j'ai jamais entendu parler de ce prénom. C'est quoi, Afnan? C'est un prénom arabe et c'est cité dans Surat Ar-Rahman. Dawat Afnan. C'est en fait Shajara fil Jannah. Oh, un bel arbre. Quelle belle image, mon Dieu. Et Razan? Mon nom, c'est le surnom de Sayyida Aisha radiallahu anha. C'était dans un poème de Hassan ibn Thabit. D'accord. Est-ce que le nom de Céline a une histoire également? Je ne sais pas. Ah bon, je m'en doutais. Je m'en doutais. C'est pour ça que j'ai commencé par elle. Donc j'imagine les recherches qu'ont dû faire vos parents avant de choisir. Donc on salue vos parents qui vous suivent et qui vous encouragent certainement aujourd'hui. Et on salue toutes les femmes et les jeunes femmes à travers vous. Et tout de suite, donc nous allons retrouver une autre jeune dame qui fait partie de l'équipe. Soumeya Zerouali se prépare en coulisses à vous faire découvrir Cherchel. Mais avant, on va parler justement d'une spécificité de Tipaza, un des pans du patrimoine de cette région dont fait partie Cherchel. Il s'agit du tapis, donc que met en relief pour vous et rien que pour vous ce matin, Faria Hamdi. La moitié ouest de la wilaya de Tipaza recèle des richesses aux couleurs naturelles impressionnantes, mais également des métiers de l'artisanat qui ont du mal à survivre en ces temps modernes. Il est 10h30 du matin, direction la ville de Cherchel. Il fait beau, le printemps s'annonce avec ses belles couleurs. Nous avons rencontré Madame Rabia Chebili, qui nous a fait voyager à travers les motifs et les couleurs des tapis de Cherchel et du Mont Chenois. J'ai commencé à tisser les tapis à l'âge de 10 ans, pendant les vacances. Je le faisais avec ma sœur. C'était un peu comme un jeu au départ. Dans chaque foyer, il y avait au moins une femme tisseuse de tapis. C'est un savoir-faire transmis de génération en génération. C'est un métier passionnant qui exige de la patience et de l'amour. Ces tissages de laine sont ornés de motifs géométriques finement dessinés. Rabia nous raconte son parcours. Elle nous explique avec fierté qu'elle a choisi de faire du tissage de tapis sa profession, car pour elle, cet héritage a beaucoup de valeur. ترمز الزربيه تاع شرشال بالموتيف تاعها لا موزايك هذه هي الصح هذه هي الصح ترمز بالانواع بالاشكال تاعها علاش ما نوضروش زربيه شرشال باش كي تهضري زربيه شرشال عندها هادو تنعني الحنوشه نتاع البحر هذه تعني الوسط تاعها البحر سي لو بلو فونسي هذو لو مارون هذا يعني للتراب هذا البلو كلير يعني للسماء وهذا الكحل يعني للظل زربيه شرشال هذه هي الصح زربيه شرشال لا مزاي هذه الدخله تاع شرشال وهذه الخرجه نتاع شرشال هذه هي الزربيه اللي تعني زربيه شرشال من زربيه شنوه زربيه شنوه عندها من النوع اشكال نتاع زربيه شرشال كيما شنوه كيما زربيه شرشال كل منطقه تبع الانواع تاعها. Je suis venue en vacances voir ma tante Rabia qui a travaillé pendant de longues années dans la tapisserie de Cherchel, qui est une artiste. Et je trouve dommage que l'art, riche en symboles, et cette transmission qui est en train de s'éteindre, et la civilisation ne peut passer que par l'art. L'art est important et la tradition de la tapisserie algérienne cherchelloise a son importance et il faut impérativement la préserver. On ne peut pas laisser mourir une telle œuvre. Et quel que soit l'art, quel qu'il soit, il est riche, il est universel. Il parle à l'ensemble de la population du monde. Donc c'est aujourd'hui ou jamais de promouvoir notre culture, la culture algérienne et le patrimoine algérien.
Et quand on dit tapis cherchelois, donc qui m'a expliqué quand m'a donné toute l'explication sur le tapis de Cherchel, c'est-à-dire avec ses motifs. Quand on dit c'est qui le port qui le reconnu quand même, la mosquée de 100 colonnes ou quelques tapis les Ouasset sur la ville de Cherchel, c'est intéressant parce qu'on veut présenter la ville de Cherchel avec son patrimoine. Tissé avec amour, au bout de quelques semaines de dur travail, de jour comme de nuit. Et en dépit des difficultés de commercialisation de leurs produits, les tisseuses continuent toujours leur activité de tissage. Voilà, notre invité aujourd'hui qui accompagne Soumeya Zerouali et fait partie aussi de ces personnes et de cette génération qui couvre jalousement le patrimoine de la région de Tipaza et de Cherchel. Bonjour Soumeya. Bonjour Nadia, comment ça va? Ça va très bien. Alhamdoulilah. Alors, mon invité aujourd'hui, il est natif de la région de Cherchel, il est archéologue, il défend bien sa région. Il s'agit d'Abdelkader Ben Salah. Marhaba bik. Merci. J'ai le plaisir de participer à votre émission. Le plaisir est partagé. C'est l'occasion aussi de défendre, comme vous avez dit, le patrimoine et de montrer les richesses de notre pays. Ouais, non pas Cherchel, mais toute l'Algérie riche. Alors, avec vous, nous avons pu faire une balade Fuqsebat à Cherchel. Oui. Mais c'était dans le cadre de l'émission Tahwissa. Très bien. Je vous invite d'ailleurs à suivre cet extrait de Tahwissa. On revient tout de suite après pour parler de Cherchel et de son histoire. À une centaine de kilomètres d'Alger. Je suis à Cherchel. L'antique Césarée nous accueille aujourd'hui pour nous faire découvrir ses attraits touristiques. Pour cela, j'aurai besoin d'un guide. Et mon guide aujourd'hui, il s'appelle Boualam Ouday. Il est éducateur canin, il est surtout natif de la région. Il a promis de nous faire découvrir Cherchel. Suivez. Bonjour, ça va? La santé très bien? Ça va, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Bonjour, tu es en compagnie de Diana. Diana, bonjour. Alors, tu vas bien? Elle est bien contente. Ah oui. C'est une belle journée, il y a du soleil. Ça va. Et aujourd'hui, donc, tu as prévu de nous faire découvrir ta ville natale. Tu es natif donc de la ville de Cherchel. Voilà. Et tu as prévu de nous faire découvrir ta région. Exactement, on est la placette. Elle est très très bien, cette placette, elle est magnifique. De côté, on a Masjid al-Rahman, le mosquée. On a le musée. Et Inch'Allah, on va découvrir maintenant une tournée pour Cherchel, Inch'Allah, pour aller à Qseba. Et justement, pour faire cette tournée à Cherchel, on compte sur toi. Toi qui connais si bien la région. Très bien, Inch'Allah. Et on va donc juste en face de la placette, tu l'as dit, juste en face, il y a donc l'Qseba, donc la Kasbah de Cherchel. Voilà. Nous allons à la rencontre d'un archéologue, natif également de la région. Il s'agit de M. Abdelkader Ben Salah. Voilà. Qu'on va rencontrer sur place. Il va nous donner un aperçu sur l'histoire de l'Qseba. Tous les renseignements sur l'Qseba, Inch'Allah. Allez, viens. Allons-y, viens. يا سمع النظام اصغلي خذ العقيقة في الأطوال وإذا بغيت فجيلة هوالي أجي وحوس في شرشال أجي وحوس في شرشال يا سمع النظام اصغلي خذ العقيقة في الأطوال إذا بغيت فجيلة هوالي أجي وحوس في شرشال أجي وحوس في شرشال
Bonjour, monsieur Salah. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Et vous? Ça va et vous? Ça va? Ouais, Alhamdulillah, ça va. Une belle journée aujourd'hui. Très belle journée, donc vraiment une journée pour faire du tourisme. Hein. Oui, justement, c'est ce que je voulais vous proposer. Donc, si vous voulez bien, on peut faire un tour dans notre ancienne ville, dans la Ksiba. Donc, c'est le centre de Cherchel, c'est le centre historique de la ville. Exact. Alors, vous êtes les bienvenus. Avec plaisir, merci. شرشل حسنا يسلبني الدلق اللي زاد سحرني. Voilà donc. Voilà. On a pu voir donc de belles images de Cherchel. Mais Cherchel, c'est aussi et surtout une histoire. Toute une histoire. Toute une histoire que vous allez nous raconter aujourd'hui. C'est peut-être la ville qui a une très longue histoire, puisque le début de la ville, disons la naissance de cette ville, commence déjà à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ. Fondée par les navigateurs carthaginois et non pas phéniciens, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Donc ces navigateurs carthaginois, très intrépides, avaient sillonné toute la côte algérienne, marocaine et espagnole. Ils ont fondé des comptoirs tous les 30-40 km, des comptoirs pour pouvoir se reposer, parce que la navigation par cabotage est très dure et très lourde, donc il fallait se reposer tous les 30-40 km. C'est pour ça que nous avons la série des comptoirs qui jalonnent la côte algérienne. À partir de Carthage, nous avons beaucoup de comptoirs très importants, entre autres Alger, Ikosim, Gounougou, Yol, Tipaza, Ténès et Cartenas, etc. Donc Cherchel fait partie de cette série, de cet ensemble, ce chapelet de comptoirs. De comptoirs, oui. Et très tôt, vers le 1er siècle avant Jésus-Christ, elle devint très importante, de sorte que Bocchus, le roi Bocchus, qui est mort en 33, l'avait érigée en capitale. La laissant ensuite à Juba, qui vint en 25 avant Jésus. Il a régné, Juba, c'est le plus grand roi de chez nous. C'est un grand roi berbère, descendant de Massinissa bien sûr, fils de Juba Ier, roi de Annaba. Il régna de 25 jusqu'en 23 après Jésus-Christ, donc 48 ans de règne ininterrompu. Son fils Ptolémée va lui succéder. On sait que Ptolémée, c'est le fils de Cléopâtre Sélénée, qui est aussi la fille de Cléopâtre VII et de Marc-Antoine. Donc une descendante de Pharaon. Et Ptolémée est en même temps Pharaon, est en même temps roi, mais aussi il ouvrait droit à l'Empire romain. C'est pour ça que d'ailleurs que Caligula le tua en 39 à Lyon, à Lugdunum, parce que c'est pas la question du manteau pourpre, ce n'est qu'un prétexte, et même c'est peut-être une légende. En fait, il l'a tué parce qu'il ouvrait droit à l'Empire romain, mais c'était aussi l'occasion pour Rome d'annexer cette Mauritanie qui était libre. La Numidie l'était déjà, mais la Mauritanie qui va de Sétif jusqu'à l'Atlantique, on y inclut le Maroc actuel. Donc Cherchel, comment était la capitale du Maroc. Cherchel était la capitale. Donc, qu'on se le dise bien, parce qu'il y a beaucoup d'archéologues mal intentionnés qui disent que la capitale de la montagne c'était Volubilis. Non, c'était Césarée. Volubilis était la deuxième capitale de Juba. Et d'ailleurs, Cherchel, qui avait comme nom Yol, devint Césaria grâce à Juba II pour montrer sa reconnaissance à l'empereur Auguste Octave César. Voilà. Donc, à partir de 39-40, la Mauritanie sera annexée par Rome et divisée en deux provinces. À l'ouest, la Mauritanie tingitane et à l'est, la Mauritanie césarienne. En fait, la Mauritanie tingitane dépendait de l'Espagne, de l'Ibéria, et seule la Mauritanie césarienne était vraiment une province avec son procurateur et son armée, son indépendance relative. Mais ce qu'il faut reconnaître, que l'Empire romain, ou du moins la romanisation de l'Afrique du Nord, n'était pas une mauvaise chose, entre guillemets on va dire, puisque les habitants, les citoyens berbères que nous étions, quand ils sont romanisés d'eux-mêmes,
ils étaient devenus des citoyens à part entière. C'était des citoyens à part entière, à tel point, par exemple, que nous avons un empereur berbère de Césarée, Macrinus. Nous avons aussi des empereurs berbères de Tripolitaine, donc Septime Sévère, Caracalla et Alexandre Sévère, etc. Donc on voit que les Romains n'étaient pas, c'était pas une colonisation d'aliénation. Au contraire, on avait le droit, on ouvrait le droit au droit romain, on était citoyens à part entière. C'est pour ça que nous avons aussi beaucoup de grands hommes comme Priscien, Éméritus, qui sont de Cherchel, sans parler des autres, sans parler d'Apulée ou de Saint-Augustin et d'autres. Donc cette romanisation a permis au développement de cette ville. Déjà que Juba II l'avait assez développé, oui. Il avait fait de cette ville une rivale de Rome pratiquement, en la dotant de tous les édifices publics comme l'amphithéâtre, le théâtre, les thermes, un cirque, c'est l'unique d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, c'est le seul qui nous reste. Le cirque de Sétif a été rasé, le seul qui nous reste c'est celui de Cherchel, et il n'est pas dans un état, disons... Oui. Oui, on est en train d'empiéter sur ce cirque. Bref, c'était une occasion de lancer un petit SOS. Donc, cette ville était immense, déjà à l'époque de Juba. Donc, elle avait à peu près, selon les dires de certains archéologues, qui sont sérieux quand même, elle avait 100 000 habitants. Et pour l'Antiquité, c'est énorme. C'est énorme. Elle couvrait une superficie de 370 hectares, avec une enceinte de plus de 5 km de long. On peut voir peut-être, on va demander à Hanan de nous faire passer les images de Rseba, pour qu'on puisse justement en parler. Donc pour aller justement à Rseba très rapidement, donc c'était une ville très importante. Elle verra l'arrivée des Vandales. Contrairement au nom, on a l'impression que quand les Vandales arrivent, ils dévastent tout, non? Ils n'ont pas dévasté, c'était... La ville est restée comme le vandalisme, oui, mais les Vandales, c'est autre chose. Après les Byzantins et ensuite les Arabes, donc cette ville n'a jamais été abandonnée, comme le fut Djimila, Timgad ou Tipaza. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a sauvé ces vestiges. Mais Cherchel a été toujours occupé, donc c'est une superposition des civilisations. Vrai. Depuis les Puniques, les Romains, les Byzantins, les Vandales, les Arabes, et ensuite, au XVIe siècle, une aubaine, c'est la Reconquista. Donc en 1494, en 92, pardon, quand Isabelle d'Aragon chassa les Maures ou les Mauresques d'Espagne, beaucoup vinrent s'installer à Cherchel. Une partie de 1200 familles s'est divisée en deux. Une est allée à Dellis et une autre à Cherchel. C'est pour ça on sait que Dellis, c'est la sœur jumelle de Cherchel. C'est vrai. Là, on a le même parler, même tradition, etc. Et donc, à partir du XVIe siècle... les Andalous se sont installés dans cette belle région. Voilà, ils ont apporté avec eux toute leur culture. Et on a gardé un peu de cette culture, surtout la musique andalouse. Cherchel maintenant est devenu parmi les leaders des villes qui possèdent... Nous avons 3 grandes associations andalouses. Il y a aussi le parler cherchelois qui est très andalou. On parle un arabe presque classique, très pur, purifié. Les traditions également, les habits et surtout les maisons. L'architecture de Ain Qiba, par exemple, n'est pas comme l'architecture de la Qiba de la Casbah d'Alger, ni de celle de Constantine ou de Tlemcen. La Qiba de Cherchel, c'est une maison à l'entrée avec l'atrium, etc., au Saddar, et puis derrière, il y a le boustan, il y a le jardin, où nous avons des jets d'eau, etc. Donc c'est très agréable, et ça, c'est l'Andalousie. Exact. C'est les jardins, l'eau, etc., c'est l'Andalousie. Vous allez à la Casbah d'Alger, il n'y a pas ces jardins, parce que c'est peut-être trop restreint, mais nous, comme on avait de l'espace, on retrouve ça à Dellis, par exemple. Dellis avec les maisons avec Riyad. Riyad, voilà. Voilà. Elles sont très belles et il y a aussi des détentrices de savoir-faire qui continuent de préserver tout un art culinaire dans cette région,
tout aussi tout un panel d'artisanat aussi dans la région dans la Kseba, proprement dite de Cherchel. On pourrait en parler des heures. Aussi. Soumia, on pourrait en parler des heures. C'est vrai. On avait une tapisserie réputée mondialement. Oui. C'est la tapisserie de Cherchel, donc qui était à la Kseba. Maintenant, elle est rasée, on l'a décalée. Mais toutes les filles de Cherchel avaient appris à tisser des tapis. Et elle le faisait même chez elle-même. Maintenant, c'est... Des associations tentent de préserver, en tout cas, ce legs ancestral. En tout cas, nous avons été ravis, Monsieur Ben Salah, de vous recevoir. Vous qui êtes un des premiers diplômés en archéologie, vous avez été formé en Grèce et vous avez transmis votre savoir-faire en matière, justement, Il a transmis son savoir-faire aussi à ses enfants, à ses deux garçons qui sont donc archéologues, tous les deux. Voilà, on salue ce matin. C'est contagieux et c'est riche, apparemment. Vous savez, madame, si on aime le patrimoine, si on aime l'archéologie, il faut transmettre. Il ne faut pas l'emmener avec nous à la tombe. Il faut pas, parce que si on aime l'archéologie, si on aime le patrimoine, si on transmet, ça veut dire que la survie de ce patrimoine sera préservée et assurée. Et c'est pourquoi vous avez formé plusieurs archéologues également. Donc, dans la restauration. Dans la restauration des mosaïques. Notamment la mosaïque, donc qui n'a plus de secret pour Monsieur Ben Salah. On arrive au terme de l'émission. Vas-y, je l'ai compris. En tout cas, pour celles et ceux qui veulent donc suivre l'intégralité de l'émission Tahwissa sur Cherchel, donc en compagnie de Monsieur Ben Salah, c'est sur notre chaîne, bien sûr, YouTube, Canal Algérie, playlist Tahwissa, ou alors tout simplement vous notez sur YouTube Tahwissa Canal Algérie, vous êtes sur la chaîne Tahwissa. Ben voilà. Merci en tout cas Radia et merci beaucoup Monsieur Ben Salah. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Ravi de vous retrouver. C'était un plaisir. C'est un plaisir à chaque fois. Merci en tout cas Soumeya pour ce petit voyage au cœur de Cherchel et de Tipaza. Donc merci à tous ceux qui nous ont suivis et à notre invité de nous avoir permis de découvrir l'histoire, surtout l'histoire de cette belle région. Ce fut un plaisir. Ce fut vraiment un plaisir avec vous et donc j'espère que vous avez apprécié les thématiques sélectionnées pour vous et rien que pour vous. Et justement, restons sur le legs et l'héritage de la région de Cherchel. Il y a ce dialecte chenouï donc, qui va un petit peu vous séduire certainement avec la voix de Mohand et Chenouïen. C'est pour tout de suite. Au revoir et bonne journée à tous. Au revoir.